Maliennes, Maliens, Aouniché, je vous salue. Le président Assimi Goïta, général d'armée, chef de l'État de la République du Mali, a pris la parole de façon abondante et succulente à Bamako à l'occasion de la présentation des vœux des corps constitués de la nation malienne au palais présidentiel de Koulouba, chez nous à Bamako. À l'occasion de cette prise de parole, le président Assimi Goïta, dans la langue bambara, dont les extraits nous ont été traduits, parce que je ne suis pas encore maître de la langue bambara, j'en suis encore un pur apprenti, le président Assimi Goïta a fait un certain nombre de révélations, dont certaines retiennent en particulier notre attention. Parmi les révélations qui retiennent en particulier notre attention, nous notons celles qui portent sur la vigilance et l'attention qu'il a instruit son gouvernement, dirigé par le docteur général de division, Abdoulaye Maïga. Il a instruit son gouvernement de suivre de très près l'évolution d'un phénomène qui jusqu'ici était clandestin, un phénomène caché, un phénomène larvé, un phénomène camouflé, un phénomène que nous observons dans tout le Sahel et que nous observons dans toute l'Afrique noire, de confession musulmane. Quel est ce phénomène? C'est qu'en effet, l'impérial terrorisme, pour recruter les mercenaires qui ensanglantent notre sous-continent, n'utilise pas seulement l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes, qui, comme vous le savez, ont un pouvoir de corruption pour des populations appauvries, que nous avons à travers le Sahel et à travers toute l'Afrique. Pendant longtemps, pour comprendre le recrutement des troupes mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique au sein de nos propres populations africaines, on a utilisé exclusivement le paradigme économique. On disait que les jeunes terreau-impérialistes qui sont recrutés en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad. Bref, tous ces jeunes gens qui se retrouvent dans les bandes criminelles d'Al-Qaïda et l'État islamique, quand on se posait la question de savoir pourquoi ils y adhèrent, la réponse dominante c'était ils y adhèrent parce que cela leur permet de gagner de l'argent facilement. Mais enfin, quand même, une carrière de terroriste, c'est une carrière extrêmement dangereuse. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui veut jouir de cet argent. Et par conséquent, est-il une âme de mercenaire? Quelqu'un qui adhère à Al-Qaïda et à l'État islamique ne peut pas entièrement trouver sa motivation dans le fait qu'on lui donne de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une carrière extrêmement risquée. Une vie de mercenaire est de moins en moins supérieure en durée à une vie de mouche. Partout à travers le monde et notamment dans le Sahel, une vie de mercenaire dure difficilement un mois. En raison du resserrement de l'étau des armées africaines en général et des armées sahéliennes en particulier sur les groupes de terroristes, devenir terroriste, c'est signer un pacte avec la mort imminente, la mort proche. Ceci amène donc à se poser une question en profondeur. Mais si les jeunes gens qui adhèrent au groupe terroriste le faisaient pour de l'argent, en fait, ils adhéreraient ponctuellement et après ils renonceraient pour aller vivre de cet argent. Ou du moins, ils arrêteraient à partir d'un certain moment pour se consacrer à faire des affaires avec l'argent qu'ils ont obtenu. Parce que quelqu'un qui aime l'argent, paradoxalement, ne peut pas profondément s'engager dans une carrière terroriste. Parce que si tu aimes l'argent, et comme les carrières terroristes sont brèves et périlleuses, mais tu seras mort et ton argent va rester. Imaginons que tu aies gagné en un mois d'activité terroriste la somme de 300 000 ou 500 000 francs CFA. Imaginons cela dans l'absolu. Si on te tue, est-ce que tu vas manger tes 300 000? Tu ne vas pas les manger. Est-ce que tu vas manger tes 500 000? Tu ne vas pas les manger. Donc en fait, si la motivation du terroriste était essentiellement, l'argent, ce serait absurde. Puisqu'en effet, une vie de terroriste étant très brève, l'argent même qu'ils accumulent, cet argent-là, ils n'en jouissent pas. Voilà pourquoi les propos du président Assimi Goïta nous amènent à bien comprendre qu'il n'y a pas que la motivation économique dans l'engagement de nos jeunes gens les plus vulnérables et les plus fragiles dans les groupes terroristes. Il y a une autre motivation, il y a une autre raison qui explique le risque pris par ces jeunes gens de mourir en devenant des mercenaires de l'impérial terrorisme occidental. Quelle est donc cette motivation? En fouillant très bien, on se rend compte que cette motivation doit être cherchée dans
une certaine forme d'éducation religieuse qu'ils ont reçue depuis leur prime enfance, jusqu'à leur adolescence, jusqu'à leur âge adulte. Cette éducation religieuse est donnée dans nos madrasas, nos écoles coraniques. Elle est donnée dans certaines de nos mosquées. En quoi consiste-t-elle? À faire croire à nos enfants, à faire croire à nos filles et à nos garçons qui deviennent tout naturellement musulmans dans le bassin sahélien, que le meilleur État, la meilleure république, la meilleure forme d'État dans laquelle ils puissent vivre, c'est le califat. Je recommence. À l'intérieur de nos écoles coraniques au Sahel, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, on enseigne depuis plusieurs générations aux jeunes gens que la meilleure forme d'organisation du pouvoir politique, que la meilleure forme d'État, que la meilleure forme de république dans laquelle ils puissent vivre, c'est le califat. Sur le modèle des califats qui ont existé au Moyen-Orient, des califats qui ont existé au 19e siècle, eh bien, dans la région de Sokoto, aux califats qui ont existé avec le Mahdi au Soudan au 19e siècle, aux califats qui ont existé dans le Fouta Djallon, le Fouta Toro, dans la région du Sénégal, on enseigne dans nos écoles coraniques, on enseigne dans certaines de nos mosquées, à travers le continent, que le musulman africain doit aspirer à vivre, en réalité, dans un espace politique dont la loi fondamentale est celle, eh bien, du texte coranique. Donc, c'est ce détournement pédagogique de l'islam à des finalités politiques qui constituent la motivation la plus élevée chez les terroristes. On leur a dit qu'ils doivent se battre pour qu'il n'y ait plus de république du Mali, qu'il n'y ait plus de république du Burkina Faso, de république du Niger, mais un califat dans lequel va régner la seule loi de l'islam. Voilà ce qu'on raconte à nos enfants dans les mosquées, qui sont sous le contrôle, bien sûr, des mercenaires impériaux terroristes occidentaux et moyen-orientaux. Le président Assimi Goïta a pointé du doigt le fond du problème. Ce n'est pas que l'appât du gain, l'argent qui attire dans les groupes terroristes. Il y a la croyance qu'on est en train de réaliser vraiment la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Il y a un détournement de la signification noble de la religion musulmane dans l'enseignement qui est donné à nos fils, à nos filles, dans les écoles coraniques et dans certaines mosquées. Il ne faut pas généraliser. Et le président Assimi Goïta a eu la profondeur en tant que musulman malien. Il ne faut pas oublier qu'il est musulman. De comprendre que c'est un détournement in fine de l'islam par un certain nombre d'imams qui sont aux ordres des impérialistes occidentaux à travers leurs suppôts, eh bien, au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, c'est-à-dire au Qatar, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn. Ce sont ces gens-là qui ont détourné la signification de l'islam, qu'on enseigne à nos enfants. Et voilà pourquoi certains de nos enfants s'engagent malheureusement dans les groupes terroristes, parce qu'ils croient servir Allah le Tout-Puissant, alors même qu'ils sont en train de trahir la compréhension la plus noble de la belle religion musulmane. Est-ce que vous comprenez? On leur fait croire qu'un bon musulman, une bonne musulmane, doit vivre dans un califat. On leur fait croire qu'il faut que la République du Mali disparaisse et qu'on parle d'un califat du Mali. Que la République du Burkina Faso disparaisse et qu'on parle d'un califat du Burkina. Que la République du Niger disparaisse et qu'on parle d'un califat du Niger. Et les sous-ensembles, on va les appeler les Émirats. Voilà ce que l'interrogation des jeunes terroristes par les forces armées sahéliennes a révélé. Quand on les interroge pour leur demander, tu as 17 ans, tu as 18 ans, pourquoi t'engages-tu à tuer tes semblables? On m'a expliqué que c'est le sentier d'Allah. On m'a expliqué que c'est l'objectif que doit rechercher tout musulman. Imposer, si ce n'est par la parole, du moins par la force, à tout le monde de vivre dans un califat, c'est-à-dire dans une république islamique. Vous avez compris? Voilà donc le serpent qui rampe à l'intérieur de nos sociétés, à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur de l'Afrique centrale, à l'intérieur de toute l'Afrique. L'instrumentalisation, le détournement de l'islam, de sa signification, de religion d'amour, de religion de tolérance, de religion d'adoration, par des imams aux ordres des puissances impériales terroristes de l'OTAN et de leurs alliés au Moyen-Orient. Le président Assimi Goïta l'a exprimé de manière très claire. On est en train de détourner la signification de notre islam pour détruire nos pays et les réduire à la domination occidentale et moyenne. Voilà ce qu'il a compris. Et je dis
que ça, c'est un pas de géant dans la compréhension de la déstabilisation. Que l'on m'entende très bien. Ce n'est pas l'islam qui est en faute. C'est la prise en otage de l'islam par les impérialistes occidentaux et leurs alliés du Moyen-Orient, afin de l'utiliser comme moyen de déstabilisation de notre continent. Voilà le problème. Pas l'islam, mais l'instrumentalisation politique de l'islam par l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient. Voilà. D'où il est important, comme l'a signifié le président Assimi Goïta, que l'on surveille ce qui est enseigné dans les écoles coraniques. Il est important que l'on surveille ce qui est dit dans les prêches. L'enseignement du Coran, l'enseignement du noble Coran, doit être un enseignement qui prépare des musulmanes et des musulmans à vivre dans la paix et dans la tolérance avec leurs frères et sœurs africains des autres confessions religieuses, dans une cité où le pluralisme et le respect mutuel des religions sont la règle. On doit veiller à ce que l'enseignement qui est délivré dans les mosquées, comme dans les églises, comme dans les temples, quelle que soit la religion considérée, soit un enseignement compatible avec les principes républicains, avec les principes de l'état de droit africain. On ne doit pas laisser des imams, des pasteurs, des prêtres enseigner le mépris de la République plurielle, le mépris de la République des confessions mutuellement respectueuses les unes des autres. Le président Assimi Goïta, je tiens à le saluer, a touché du doigt le fond du problème. La principale source de motivation des terroristes qui ensanglantent le Sahel, c'est cette mystification. Il y a bien sûr l'argent, l'argent facile. Mais il y a surtout qu'on leur dit que ce qu'ils sont en train de faire est conforme à la volonté de Dieu. Et on le leur enseigne très tôt. On leur enseigne très tôt à refuser la vie dans une république multireligieuse, multiconfessionnelle. Voilà le problème, voilà comment on recrute des terroristes. Face à cette situation, les États africains doivent mettre en place, eh bien, une éducation à la citoyenneté à l'intérieur de toutes les religions. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce qu'aucune religion ne prédispose les Africaines et les Africains à ne pas vivre ensemble, dans le respect de leur diversité de croyances. Aucune religion ne doit prédisposer à la haine de l'autre religion. Aucune religion ne doit prédisposer à l'utilisation de la force pour convertir à une religion. On doit veiller à ça, autant dans les nombreuses sectes chrétiennes qui ont fait leur apparition sur notre continent. On doit veiller à ça dans toutes les sectes musulmanes qui ont également fait apparition sur notre continent. Toutes les sectes qu'il y a sur le continent africain doivent être l'objet d'une veille, d'une surveillance, afin que leur discours ne soit pas de nature à légitimer la destruction de l'état de droit. Donc c'est ce détournement, in fine, de l'enseignement coranique, c'est ce détournement, eh bien, de la noblesse de l'islam africain, de l'islam de paix, l'islam d'amour, l'islam de tolérance, l'islam de beauté, l'islam d'adoration. C'est ce détournement de l'essence pure même de la soumission de la créature au créateur. C'est cela qui est la source profonde de recrutement des groupes terroristes. Voilà pourquoi il faut donc procéder à une réforme de l'enseignement des religions. Pas seulement l'islam. Moi je suis pour une réforme de l'enseignement de toutes les religions. Pas pour modifier le contenu d'une religion, mais pour veiller à ce que ceux qui enseignent les religions aient le respect de la République tolérante, le respect de la République plurielle, le respect de la tolérance interreligieuse, le respect de l'état de droit. On doit enlever l'autorité d'enseigner la religion à ceux qui sont des ennemis de l'état de droit, à ceux qui sont des ennemis de l'unité africaine, à ceux qui sont des ennemis de la souveraineté africaine. Il doit être retiré le pouvoir d'enseigner quelque religion que ce soit à nos enfants. Et voilà la puissance de ce que le président Assimi Goïta a dit, de mon point de vue. Voilà la puissance de ce qu'il a compris. Parce que comment on peut comprendre qu'un jeune homme de 18 ans, de 19 ans, de 15 ans, de 16 ans, soit prêt à mourir pour donner la mort à des musulmans, à des musulmanes, à des chrétiens, à des traditionalistes, uniquement parce qu'on lui aurait donné une moto, une calache et des billets de francs CFA. Ça ne suffit pas. La moto, la calache, les billets de CFA ne suffisent pas. Il faut qu'il croie qu'il ira vraiment au ciel. Il faut qu'on lui ait vraiment dit que, au final, il va instaurer un état nouveau. Il va créer un nouvel empire. Il va restaurer un califat. C'est parce qu'il l'a dans un coin de son crâne qu'il considère que tous les sacrifices humains et inhumains auxquels il procède sont légitimes et sacrés. Et voilà la force du message du chef de l'État malien. Un message qui nous appelle à la vigilance sur ce que nous enseignons, ce que nous entendons, ce que nous croyons dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos temples, dans toutes les sectes qui opèrent sur le continent.
on doit exercer une vigilance. Parce que c'est là-bas que se trouve la justification ultime de l'adhésion aveugle de certains d'entre nous aux projets criminels qui ont pourtant été conçus par l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient contre nous.